Merci François de m'avoir invité. Merci à vous tous déjà. Donc je vais vous présenter le RNE, Réseau National Échouage, et bien les outils, je dirais, de ce suivi des mammifères marins. Donc je vais faire un rapide historique, je dirais, au départ, un petit peu pour planter le décor pour ceux qui ne connaissent pas trop ce réseau et sa composition. Puis les outils, un petit peu de chiffres pour vous montrer en fait ce qu'on est capable de détecter via ce réseau, via ces outils, et dans quelle direction on se dirige pour ce suivi à venir. Voilà, donc RNE, Réseau National Échouage. Donc pourquoi un observatoire? On en a déjà un pays maritime, avec une métropole qui a 5000 km de côte, et un petit peu partout des territoires sur l'outre-mer. On est dans tous les océans de la planète. Et pour ça, on a à peu près 11 millions de kilomètres carrés sous responsabilité française. Ça constitue des habitats d'espèces. Et de fait, on se retrouve avec 50% de la biodiversité mondiale, des mammifères marins, sous responsabilité de la France, dans ces eaux de zone économique exclusive. Et pour ça, on a toute une réglementation nationale, communautaire, internationale, qui protège ces animaux, qui impose de restituer des informations, notamment dans le cadre communautaire actuel, pour le maintien de ces populations. Et donc, c'est soutenu notamment par l'État en termes de financement. Alors, l'historique du suivi des mammifères marins, hein, par le passé, avant les années 60, on avait des archivages sporadiques au sein des muséums, à travers différents éléments, notamment de cartes postales, qui permettaient de dire des mammifères marins vivent ou résident au proche de nos côtes. Et puis, en 63, on a eu un événement d'échange massif sur l'île Dieu. Le docteur Duguy, qui est à l'origine de notre réseau, qui est le fondateur de ce réseau, s'était dépêché sur place et avait donc constaté une centaine de globicéphales qui s'étaient échoués vivants. Avait vu l'opportunité de documenter ces grands vertébrés et a constitué un réseau de sciences participatives avant même qu'on définisse, je dirais, cette fonction de réseau de sciences participatives en créant un réseau au départ de gendarmes, de sapeurs-pompiers et de gens de collectivités publiques pour recenser les échouages de mammifères marins, ce qui lui a permis de faire des listings, je dirais, d'espèces qui fréquentent nos côtes, et un petit peu de saisonnalité. Et puis c'est vraiment dans les années 90 où en fait ce réseau s'est bien densifié et on commence à faire des synthèses d'échouages. C'est d'ailleurs dans le cadre d'un colloque SFEPM en 97 à Vannes, je crois, qu'on présente notre première synthèse d'échouage. Et depuis, on a fait qu'évoluer ce format de synthèse vers les rapports échouages actuels qui sont restitués dans le cadre du séminaire annuel. Et dans la période, depuis les années 80, on fait de la détection des grandes causes de mortalité au sein de ces mammifères marins, toujours avec un réseau de sciences participatives, hein, des gens qui ne sont pas nos employés, qui sont d'origines diverses et variées. Et donc, on a été obligé, je dirais, dans le passé, de faire de la formation de ces personnes pour pouvoir avoir quelque chose de calibré en termes d'identification des espèces, prise de biométrie, examen externe, puis échantillonnage, qui renseigne de la biologie, de l'écologie. Et depuis, on fait évoluer les formations des dissections vers des éléments d'autopsie et de détection de lésions pour notamment affiner les causes de mortalité. Alors, l'évolution justement de cette capacité de détection au cours du temps, des années 70 à 2012, on a une pression d'observation, d'examen externe. Ça permet de renseigner la fréquentation des espèces, quelques grandes causes de mortalité. De 2001 à 2017, les examens externes et dissections provisionnent de l'écologie, les grandes causes de mortalité anthropique majeures et massives, et aussi les épizooties, bien sûr. Et depuis 2007, on perfectionne, je dirais, des examens internes avec des dissections, pas que de l'échantillonnage de prélèvements standards, mais aussi des observations de lésions, des observations qui permettent ensuite, avec des prélèvements, d'aller vers du diagnostic et puis d'améliorer les causes de mortalité, notamment naturelles, avec la détection de certains pathogènes au travers de ces populations sauvages. Donc le réseau, qu'est-ce qu'il est exactement? C'est 400 personnes qui sont
tout au long du territoire. Chaque petit bonhomme bleu est un correspondant local. On va jusqu'en Belgique, hein. Vous aurez Thierry cet après-midi qui vous fera une présentation sur le morbillivirus, et donc on transfère des animaux par la frontière, pas illégalement, très légalement, et pour aller les faire examiner à l'université de Liège notamment. Le maître d'ouvrage, c'est donc le ministère en charge de l'environnement, avec la direction de l'eau et la biodiversité. On a une charte parce que ce réseau de sciences participatives, eh bien, il faut le cadrer, et c'est la charte qui le permet, avec aussi l'application de la réglementation, que ce soit sur les espaces protégés ou les règles sanitaires du fait de ces mammifères marins que l'on obtient et que l'on traite sur le territoire. Une gouvernance, un comité de pilotage qui est représentatif donc des gens qui représentent notre réseau, qui statue sur les demandes de prélèvement, sur les nouvelles attributions de cartes vertes, donc les nouveaux correspondants du réseau, et toute l'évolution de, je dirais, notre manière de quantifier, estimer ce qui se passe sur le terrain et les protocoles que l'on réalise pour ça. C'est cet outil de gouvernance qui va valider les différents outils que nous mettons en place et qui deviennent les outils de suivi de ce réseau. Et donc le coordinateur scientifique, c'est l'Observatoire Pélagis, que je représente avec mes collègues, et donc qui essaye d'animer ce réseau au jour le jour, et ce depuis une longue période, afin qu'il y ait une stabilité dans ce signal d'échouage et une amélioration des informations qui sont collectées. Alors justement, maintenant, on va passer aux outils de suivi, parler de formulaires ou de recueils de commémoratifs. Ça, ce sont nos recueils de commémoratifs concernant les mammifères marins qui permettent donc de décrire la distribution spatiale et temporelle des espèces et de leur apparition, plus ou moins fréquente, occasionnelle ou rare, et aussi pratiquer des examens externes systématiques sur chaque cas d'échouage. Cette année, enfin plutôt en janvier 2018, on va voir la livraison de ces nouvelles fiches avec 11 lésions éventuellement à détecter, qui seront calibrées via de la formation et des outils de terrain qui permettent de caractériser ces lésions, de les cocher, et qui permettent notamment d'avoir des avis et ou suspicions sur les causes de mortalité probables de l'animal examiné. Donc un petit exemple des fiches techniques qui vont être diffusées et servir à la formation en recyclage des personnes qui ont déjà une autorisation. Donc ce sont des fiches recto verso plastifiées pour aller sur le terrain, avec une définition de la lésion, les causes et mécanismes, et les apparences antémortem, ainsi que les situations qui ont conduit à ces différents cas. Et il doit être documenté en photographie, de sorte de pouvoir distinguer l'antémortem du post-mortem et de la véracité de ce type de lésion qui est coché. Les correspondants doivent bien sûr décrire ces lésions, les localisations, l'intensité, et réaliser des photographies, voire des prélèvements, suivant les situations, notamment lorsque c'est des suspicions pathologiques. Alors, ça se fait dans le cadre de formation, notamment ces compétences, parce que, je vous ai dit, ce sont des correspondants qui sont d'origines diverses et variées. Donc on a un volume théorique et pratique. C'est aussi un outil de cohésion, parce que ça permet de rassembler les gens d'un même secteur dans des salles d'autopsie, de les faire échanger, comme on le fait ici dans le cadre d'un colloque. Notre séminaire aussi ce cadre-là. On balaye dans ces formations tous les objectifs du RNE, la réglementation, apprendre à reconnaître les espèces, l'hygiène, la sécurité, voilà, avec ces mammifères. Et il y a beaucoup d'agences zoonotiques, donc il faut, par principe de précaution, se protéger, et puis protéger les autres et les sites. Les conduites à tenir en fonction des différents cas d'échouage, parce qu'on traite des animaux vivants, on traite des animaux morts, et de différents états de dégradation, et les protocoles qui sont associés. C'est l'occasion aussi d'expliquer à toutes ces personnes ce que leur travail contribue en termes de valorisation dans le suivi de ces populations. Et puis, accessoirement, un petit peu de convivialité au milieu de tout ça. Donc les outils du suivi, c'est aussi un guide d'échouage qui retrace l'ensemble de notre activité, qui est un peu plus vulgarisante, mais qui permet de revenir sur des cas particuliers notamment, qui est associé de fiches techniques et de protocoles standards, de fiches de terrain plastifiées qui résument l'activité sur le terrain, qu'on peut nettoyer ultérieurement de l'usage et remettre dans la caisse échouage, des fiches espèces, checklist, et puis le rapport échouage, c'est la synthèse annuelle, un outil de restitution,
Et dernièrement, on a fait des fiches de conduite à tenir en fonction des différents cas d'échouage, qui elles aussi là, sont recto-verso, plastifiées, et qui permettent de rappeler tous les actes à mener suivant les cas d'échouage pour le correspondant, parce que des fois, le traitement d'un dauphin vivant, on va en faire un dans l'année, et donc il ne faut pas louper les choses importantes pour la réussite de l'opération, mais aussi pour éviter les transmissions de pathogènes. Dans les éléments de restitution et diffusion, donc on a désormais une base de données qui est sur Internet, web interopérable, avec des outils de visualisation, donc des données qui sont bancarisées depuis des distributions annuelles, mensuelles, spécifiques, et la distribution géographique des échouages, donc important pour les gestionnaires, le grand public, mais aussi nos correspondants qui voient l'activité qu'ils mènent aussi et qui peuvent le restituer vers leurs gestionnaires directs et ou acteurs locaux. En développement actuellement, une appli de saisie Internet, smartphone, tablette et web pour la saisie des échouages qui va nous permettre de téléverser quasiment en temps réel dans la base de données et faire que ces outils d'interrogation vont devenir non pas du N-1, mais quasiment du temps réel, le temps que, bien sûr, les gens saisissent et que nous, on valide derrière. Donc, il faudrait qu'on ait un delta de moins de 10 jours, je dirais, derrière, et avoir donc une visualisation en temps réel du signal échouage. Alors, ce réseau, voilà ce qu'il peut collecter. Il peut collecter des grandes tendances par façade avec les distributions, je dirais, mensuelles, les distributions spécifiques. Donc, on a une approche descriptive et corrélative de l'apparence de ces mammifères marins sur nos côtes, grâce donc essentiellement à ces fiches échouages. Ça, c'est des graphiques de 2016. Hein. En 2016, on a traité 1613 échouages, avec la grande majorité des cétacés, de l'ordre de 1300 cétacés, et 271 pinnipèdes qui ont été traités donc, cette année. Ça, c'est pour le signal apparent. Donc, ça permet de bien décrire la fréquentation des espèces, leur diversité, distribution, et en partie l'abondance. À côté de ça, l'activité d'examen permet de collectionner des échantillons. Donc, on a 3 protocoles standards. Un qui décrit des données de population plutôt démographiques, hein, avec les gonades et les dents. Parfois, l'estomac est complété dans ce protocole. Et après, un protocole 2 qui donne 12 échantillons qui documente de l'écologie, écotoxicologie, génétique, régime alimentaire, démographie. Et puis après, 45 protocoles là, ont été réalisés en 2016. Protocole 3, c'est un protocole d'échantillonnage, hein, qu'on provisionne tout le temps, mais qui est additionné d'une autopsie, avec tous ces prélèvements qui dépendent là de ce qui a été diagnostiqué et de ce qui a été prélevé comme élément pour avérer les diagnostics. Donc au total, en 2016, on a pratiqué 551 protocoles standards, ce qui nous produit environ 3000 prélèvements. Dans la banque centralisée depuis 1971, on comptabilise actuellement à peu près 27 000 prélèvements. C'est un chiffre qui n'est pas consolidé, je dirais, parce que sur le terrain, actuellement, des congélateurs sont pleins, nécessitent d'être rentrés, on en a rentré, il faut ensuite les intégrer, avec tout le processus de consolidation, je dirais, de la qualité de ces prélèvements et de leur traçabilité. Vous voyez la ventilation sur le terrain, tous les territoires échantillonnent. Si des territoires paraissent moins en échantillon, c'est parce qu'ils ont un signal échouage aussi qui est plus faible. C'est pas une question de pression d'observation ou de capacité, c'est une question de signal échouage. Le signal échouage en Méditerranée, c'est à peu près une centaine d'individus annuels. Sur l'Atlantique, on est à peu près à 800 individus annuels. Donc le delta n'est pas du tout le même, et c'est pour ça qu'on a une différence d'échantillonnage. Je dirais qu'on a une bonne pression d'observation sur l'ensemble du littoral pour ces échantillons qui, là, du coup, renseignent essentiellement de la biologie, de l'écologie et les causes de mortalité. Voilà pour la partie échantillonnage, qui est une partie très lourde, je dirais, autant techniquement, logistiquement, et je dirais d'entretien au cours du temps. Alors, on est dans une session veille sanitaire, donc qu'en est-il de la capacité du RNE pour ça? Bon, à savoir que toute faune sauvage est vecteur de maladies infectieuses ou parasitaires.
Nous, le dernier point avec l'alimentation, normalement, on en est exclu vu que les mammifères marins sont protégés et qu'il n'y a pas à se nourrir dessus. Mais bon, on a quand même des bons candidats parce que ce sont des mammifères, cétartiodactyles et carnivores, qui sont partis à la mer, donc qui ont emmené tout leur cortège. Donc déjà, on a 2 cortèges assez importants qui sont transmissibles à l'homme, qui ont évolué dans le milieu marin, donc qui ont des virulences, des diagnostics et des traitements différents, et qui sont aussi des oubliés des systèmes médicaux, parce que notamment, comme beaucoup de germes qui sont recherchés par le réseau SAGIR, eh bien, sont des choses qui ont été éradiquées des cheptels, mais qui sont encore présentes chez la faune sauvage. Et puis nous, on a le problème de ce modèle biologique que tout le monde aime bien, je dirais, qui a une image positive et qui provoque du coup des expositions fréquentes et les problèmes zoonotiques ne sont pas à exclure. Donc, on fait du principe de précaution pour ces questions de biosécurité, avec des conduites à tenir pour les informateurs, les observateurs, les services publics avec qui on travaille, l'information vers le grand public avec les documents d'affichage, les équipements de protection individuelle pour nos professionnels, je dirais, et le confinement des animaux en soins, ainsi que la protection individuelle des soigneurs, notamment dans le cadre de la gestion des jeunes phoques. Alors, en termes d'analyse, on est très très opportuniste. On a des analyses par priori en fonction du type d'échouage, de l'état général, de la symptomatologie et des tableaux nécropsiques. Il y a peu d'endroits en France où on le fait. On le fait en Belgique, dans différents LDA, le LDA de la Somme, de la Charente-Maritime, de Marseille et de Montpellier, excusez-moi, et où on détecte là des pathogènes en fonction des cas qui nous semblent suspects. On a essayé de faire des études pour faire de l'occurrence, pour faire du vrai suivi sanitaire des populations, sur de la brucellose, sur les gardiases et toxoplasmose, et actuellement sur du parasitaire chez les mammifères marins. Mais ce ne sont que des courtes périodes, il faut qu'on instaure ça dans le temps. Alors, ça on va voir après, je vais faire rapide là. Donc simplement les échouages, ils nous donnent une bonne idée de la fréquentation des espèces en distribution et diversité, de l'écologie, de la biologie, des structures de population et démographie avec les dissections. Les causes de mortalité, on les renseigne de mieux en mieux et on est en cours d'amélioration et ça sera toujours à améliorer, je dirais. Et l'état sanitaire, on le fait plus ou moins, on est très opportuniste là-dedans et on a un besoin de ce côté-là. Mais le besoin, c'est comment le réaliser. Alors on a des sources d'inspiration, on a vu le réseau SAGIR qui fait ce travail d'investigation. On a le réseau donc anglais de vétérinaires qui traite que sur l'épidémiologie et qui est un exemple pour nous, je dirais. Et en ça, on a besoin de créer un plan d'échantillonnage, de faire de la logistique de prise en charge et de transport avec une disponibilité et des moyens adaptés, un réseau de structures avec compétences vétérinaires pour pouvoir réaliser ce suivi sanitaire, et pour ça il faut faire de la formation et de la calibration, et puis bien il nous faut de l'argent, je dirais, pour arriver à faire tous ces postes et toute cette organisation. Alors on a un cadre, c'est la directive stratégie milieu marin, qui notamment cherche des indicateurs d'état sanitaire, notamment en milieu marin, et les mammifères marins sont des prédateurs supérieurs et donc des bons indicateurs. Et donc on va pour, je dirais, la prochaine évaluation, essayer d'être prêt pour 2020 à faire du suivi sanitaire vrai. Donc, voilà. Et puis vous pouvez être des observateurs d'échouages de mammifères marins, donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, merci.